Chers collègues, chers amis, j'ai le plaisir de lancer pour la première fois 3 web émissions qui ont été réalisées par la Société de médecine de la reproduction. Ces émissions ont pu être réalisées grâce à la participation de l'ensemble des membres du bureau de l'ASMR et grâce au soutien financier du laboratoire Merck Serono qui a pris en charge la partie technique réalisée par le LED médical. L'idée est venue du professeur François Bialard qui a organisé un premier débat sur le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdie. C'est en fait à l'occasion des discussions sur le projet de loi de bioéthique qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de fantasmes et de méconnaissances circulaient sur le sujet. Et donc pour nous, c'était important de pouvoir donner une information médicale claire et débattue sur ce sujet. Je vous invite donc à revoir ce replay. Et puis, comme ce n'est pas le seul sujet de médecine de la reproduction pour lequel il y a des ombres, eh bien, nous avons pensé à réaliser ces émissions. D'où cette idée de proposer sur un format court une mise au point sur un sujet, non pas pour les médecins spécialistes, mais pour tout un chacun qui puisse être confronté de manière transversale, que ce soit en tant que professionnel de santé ou en tant que grand public et éventuellement en tant que politique. Pour ces 3 premières émissions, nous avons choisi des thèmes d'actualité, l'endométriose, le bilan de fertilité et la stimulation de l'ovulation en dehors des centres d'assistance médicale à la procréation. Juste un mot pour finir. Au sujet du financement par le laboratoire Merck Serono de la partie technique de ces web émissions, le laboratoire Merck Serono n'a en aucun cas participé au choix des sujets ni à la préparation de ces émissions. J'ai donc le plaisir d'introduire cette émission sur le bilan de fertilité. À l'heure où de plus en plus de femmes et de couples en France et à travers le monde repoussent leur projet de conception, 2 questions essentielles se posent. La première est liée au recul de l'âge à la conception qui génère plus d'infertilité puisque la fertilité est liée à l'âge. Donc on va se poser des questions comme quand est-ce qu'un couple doit-il s'inquiéter en cas d'échec de conception ? Et vers qui s'orienter. Et pour les professionnels, quelles réponses apporter en première intention et quel bilan pouvoir prescrire. La deuxième question, elle est liée au développement des tests de fertilité et également à la possibilité de préserver des ovocytes pour une utilisation ultérieure. Donc ça, c'est dans la ligne directe d'une demande grandissante des femmes aujourd'hui pour avoir une autonomie sur leurs décisions par rapport au projet de vie et à la maîtrise de leur fertilité. Alors c'est vrai qu'on avait l'adage un enfant si je veux, donc ça date des années 70, qui s'est transformé en un enfant si je peux, c'est-à-dire on y arrive quand on veut. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la problématique de un enfant quand je veux, c'est-à-dire on veut pouvoir garder son projet de conception, mais éventuellement pouvoir le retarder. Donc je vais vous laisser entre les mains expertes du docteur Vanessa Lubin qui a soigneusement préparé avec ses invités cette émission et je l'en remercie. C'est à vous sur le plateau. Bonjour à tous, merci Nathalie pour ton introduction. Donc nous allons aujourd'hui tenter de discuter un peu sur ce dont tu viens de parler, ces problématiques un peu sociétales, sociales, personnelles, féminines, familiales aussi. Pour m'accompagner, pour discuter avec moi, Virginie Rio. Bonjour Virginie, qui s'occupe du collectif BAMP, qui est une association de patientes qui est très active dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation. Maude Pasquier, qui travaille au CHIC à Créteil. Valérie Blanchet, qui est sage-femme et qui travaille à Cochin. Bonjour Valérie. Bonjour. Et nous avons la chance d'avoir aussi à distance Marie-Antoinette de Crécy. Bonjour Marie-Antoinette. Bonjour. Qui est gynécologue médicale. Et donc, nous allons pouvoir démarrer. Donc, en pratique, le nerf de la guerre aujourd'hui concernant le bilan de la fertilité me semble être l'information des patientes. Quand, qui informer, comment informer. Nous avons un challenge devant nous sur cette information, car toutes les patientes ne sont pas informées et ça devient parfois un peu compliqué. Nous trouvons maintenant des informations même sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous proposer de regarder un petit film qu'on trouve sur le site de Protège ta fertilité. J'attends le petit film.
toi de décider. Protège ta fertilité en nous rejoignant sur Insta. Donc ce petit film, il est disponible sur Instagram et sur YouTube. Protège ta fertilité, c'est quelque chose qui est essentiellement destiné aux populations très jeunes. Valérie, est-ce que tu penses qu'il y a un âge pour informer sur la fertilité ? Je pense que c'est vrai que les jeunes femmes ne se rendent peut-être pas complètement compte, quand elles sont très jeunes, de cette problématique que la fertilité va baisser avec l'âge et qu'à partir de 35 ans, il faut peut-être faire attention. Elles ne sont pas confrontées directement si elles sont en train de faire des études qui sont souvent un petit peu longues ou si elles n'ont pas de partenaire tout de suite. Donc, comment les informer ? Est-ce qu'il faut les informer ? Sûrement, mais est-ce qu'il faut les informer et faire en sorte que cette information les stresse ? Il faut faire attention, je pense, aux mots qu'on utilise et à l'information qu'on donne. Virginie, est-ce qu'on peut informer sans stresser ? Alors, c'est un petit peu compliqué, mais en même temps, nous, notre adage, c'est qu'il faut que les gens puissent savoir, que les gens puissent connaître ce qui se passe, connaître la réalité de la fertilité, à la fois chez les femmes et aussi chez les hommes. Absolument. Et après, chacun prendra ce qu'il a à prendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire peur aux gens, évidemment, mais il faut les informer. Donc c'est pour ça que nous, en tous les cas, au niveau de l'association, la première partie de notre manifeste, elle est sur cet aspect-là, c'est-à-dire prévenir et agir pour réduire l'infertilité. Et donc, nous, en tant que personnes, on est acteurs de notre fertilité et il faut être informé. Mais c'est vrai que c'est difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Marie-Antoinette, quelle information tu donnes aux patientes qui viennent te consulter en gynécologie médicale sur l'infertilité ? Eh bien, d'abord, je réponds à leurs questions si elles me posent la question après avoir vu des choses sur Internet, ce qui arrive quand même très souvent. Et puis, je propose moi-même une information à partir du moment où elles sont en couple et qu'elles ont 30 ans, je dirais, non pas 35 ans, parce que l'horloge biologique, comme on dit, tourne vite. Et souvent, elles pensent qu'elles ont tout leur temps. Il ne faut pas non plus trop les bousculer, parce que souvent, elles nous disent « Vous m'avez déjà posé la question mais bon, je les informe à 30 ans, si elles sont en couple particulièrement, j'essaye de les motiver pour mettre en route une grossesse. Voilà. Après, ça dépend beaucoup de la patientèle que nous avons. C'est très variable suivant les régions. Je crois qu'il y a encore quand même beaucoup de femmes qui mettent en route des grossesses entre 25 et 30 ans, heureusement. La fenêtre d'information avant d'être dans le stress pour les patientes, je pense que c'est une fenêtre qui est courte et attaquer la population très jeune me semble être quelque chose d'intéressant afin qu'ils puissent organiser leur projet de vie. Maude, qu'en penses-tu ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec la nécessité d'informer et d'informer au bon moment. Et je pense que si cette information elle est intégrée dès le plus jeune âge, ça sera beaucoup moins anxiogène puisque ça fera partie de quelque chose qu'on apprend comme les cycles, ça fait partie de la vie. Et savoir que la fertilité baissera avec le temps et l'apprendre au collège, au lycée, je pense que ce sera mieux perçu par les jeunes femmes et aussi par les garçons qui doivent être intégrés aussi à cette information. Et ça permettra d'avoir ça en tête et puis de ne pas l'entendre à un moment où on n'a plus envie de l'entendre. Parce que c'est vrai que quand on est à un âge où on sait que ça serait bien, mais qu'on ne peut pas parce que la situation familiale ne le permet pas, professionnelle ou autre, ça peut être très mal vécu. Donc je serais assez d'avis, moi, de donner de l'information préventive très tôt chez les jeunes. Nous, on a expérimenté ça dans le cadre de l'association. On est allé déjà 2 fois dans un lycée donc pour parler fertilité, infertilité, loi de bioéthique. Et les jeunes, c'était une classe en majorité de jeunes hommes, et les jeunes étaient hyper intéressés, posaient plein de questions, vraiment dans l'écoute, dans le dialogue, dans l'échange. Et on est sortis de cette séance-là en se disant « Ah là, mais là, il y a vraiment quelque chose à faire. » Mais je pense qu'il faut cibler en fait le discours en fonction des populations. Mais... Oui, le corollaire du coup, c'est quand les couples ont un projet de conception qui est retardé par rapport à l'horloge biologique, est-ce que du coup, il faut proposer un bilan
en fonction du projet de vie. Virginie, tu as mené une enquête au sein de ton association. Tu veux bien nous en parler? Alors, on a fait, c'est une petite enquête parce qu'elle a duré 5-6 jours. Ouais. Mais on avait envie d'avoir le retour des personnes concernées. Donc, c'est vrai que c'est un peu, voilà, la majorité des gens qui ont répondu à l'enquête sont des gens qui sont en parcours d'AMP, une majorité de femmes parce que recrutement sur les réseaux sociaux, donc c'est sûr qu'on a beaucoup de femmes. Et ce qui est ressorti, c'est vraiment un besoin d'information qui a fait défaut à un moment donné. Et donc, les gens se retrouvent au moment où ils essayent d'avoir des bébés dans une difficulté et parfois dans une découverte de pathologie. Parce que là, il y a une grosse partie des gens qui ont fait le bilan dans le cadre de l'AMP et le bilan a débouché sur une prise en charge en AMP parce qu'il y a eu une pathologie qui a été détectée. Ouais. Et donc, les gens ont le sentiment d'avoir perdu du temps, en fait. Oui. Parce que déjà, ils essayent de faire des enfants avant d'entrer en AMP. Après, on rentre en AMP, le temps est des fois un peu long. Donc, les gens ont eu l'impression de perdre des chances et d'avoir peut-être raté des choses. Et donc, c'est très impactant pour eux. C'est vrai que ça peut être compliqué pour les... ça peut être compliqué pour ces jeunes femmes ou ces jeunes couples. Donc, dans le cadre d'une association telle que la tienne, c'est vrai que c'est des gens qui sont déjà dans cette histoire d'infertilité, de désir de grossesse. Et donc, ils peuvent penser que ce bilan est arrivé un petit peu tard et qu'ils ont perdu du temps. Maintenant, la problématique, là, ça va être ces jeunes femmes qui ont peut-être un projet d'études un peu long, qui n'ont pas forcément de partenaire, l'information qu'il faut leur donner sans être une information stressante pour pouvoir vraiment leur dire, peut-être qu'il faut plus les guider pour leur dire faites par rapport à une qualité de vie ou une hygiène de vie ou ce qui peut intervenir en négatif sur leur fertilité future. Et c'est vrai, leur proposer peut-être de faire le point où j'en suis là actuellement sur ma fertilité. Est-ce qu'on a les examens nécessaires pour pouvoir répondre à cette question? Et est-ce que la réponse à cette question, on va pouvoir leur trouver des solutions et lesquelles? On avait avant le bilan prénuptial. Oui. Qui était avant le mariage et maintenant nous avons beaucoup de couples qui sont hors mariage et donc ce bilan a disparu. Revient au goût du jour le bilan préconceptionnel qui est recommandé par le collège, le Sengoff, le collège des gynéco-obstétriciens français. Il y a eu une dans Femmes Actuelles il y a début mars justement à ce sujet. Marie-Antoinette, concernant le bilan préconceptionnel, est-ce que c'est dans ta pratique en gynécologie médicale? J'ajouterais sur ce qui a été dit que nous connaissons bien nos patientes, puisque souvent on les suit depuis qu'elles ont 16-17 ans, et donc on se connaît un petit peu leur vie, leur changement de partenaire, si elles ont un partenaire régulier. Et là, on peut aborder le problème justement en leur disant que plus elles se décideront à avoir un enfant tôt, mieux ça sera, d'autant plus si elles ont une pathologie. Et moi, j'insisterai beaucoup là-dessus parce que nous sommes amenés à dépister les pathologies comme l'endométriose ou des infections génitales. Et là, on est en première ligne pour leur dire de ne pas perdre de temps. Quant au bilan, tout à fait, on fait un bilan, souvent on fait un bilan, on dit toujours préconceptionnel, puisqu'on peut plus dire prénuptial, puisque beaucoup de femmes ne se marient pas. Et c'est l'occasion tout à fait d'en même temps demander éventuellement un bilan pour voir où elles en sont de leur fertilité. Bon, après, c'est un bilan à un instant T, et ça ne veut pas dire que quand elles décideront d'avoir un enfant, il sera toujours valable. Virginie, sur ton enquête, du coup, sur ces données-là, oui, et ben moi je trouve juste, on parle beaucoup des femmes, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier les hommes, parce que voilà, on a besoin des gamètes mâles et des gamètes femelles, et la majorité des gens qui essayent de faire des enfants sont des couples hétérosexuels. Donc, et les hommes manquent d'informations aussi, et les hommes devraient pouvoir aussi participer au bilan de fertilité, et que la charge mentale, entre guillemets, du bilan, de l'infertilité ou de la fertilité, elle soit aussi partagée sur les hommes. Et donc, c'est vrai que pour nous, on dit les personnes infertiles aujourd'hui sont un peu comme des lanceuses d'alerte parce qu'elles ont cette expérience de l'après, quand c'est difficile, quand ça ne marche pas. Et donc, il y a un vrai besoin d'information qui est énoncé.
Et on peut aussi, justement, parce qu'on est de l'autre côté, on est du côté de la difficulté, et ne plus être dans cette... imaginer que donner l'information, ça va être anxiogène, intrusif. Parce que là, quand les gens répondaient, justement, on a posé des questions sur est-ce que vous pensez que c'est stressant, est-ce que ça vous met la pression, est-ce que c'est anxiogène et intrusif. Et en fait, les gens disaient non. Enfin, non ou pas trop. Et ils étaient plus pour dire non, il faut y aller. Parce que nous, maintenant, de l'autre côté... On ne nous l'a pas dit, donc on regrette. Voilà, on regrette. Et puis, je trouve que c'est intéressant. Il y a aussi on avait posé une question sur est-ce que vous pensez que la fertilité, c'est une donnée importante de la santé globale. Et donc, il y avait, je ne sais plus, un gros pourcentage de gens qui disaient oui, ça fait partie de la santé globale et il ne faut pas que ça soit un sujet tabou. Ouais, je pense aussi que c'est toutes ces stars ou personnes célèbres qui ont montré dans les journaux qu'elles étaient enceintes à 40 ans ou 40 ans. Je ne suis que jusqu'à 40. Et donc, on imagine, peut-être beaucoup de femmes se sont imaginées qu'on avait facilement une grossesse. Et, voilà. Et que c'était Mais je pense que cette période est finie et que maintenant, c'est connu. Mais voilà, donc maintenant, il ne faut pas... Non, quand je dis qu'il ne faut pas stresser les femmes, c'est vrai que ces jeunes femmes, elles savent que toutes ces femmes de 40 et quelques, en fait, c'était des fake news, qu'elles n'avaient pas forcément de grossesse naturelle ou spontanée. Et donc, elles se disent, ben non, et moi, là, maintenant... parce qu'il y a, moi, je rencontre quand même des jeunes couples, ou peut-être pas dans mon métier, mais... des filles de 30 ans, 35 ans qui n'ont pas forcément de partenaire, qui se disent, ben voilà, on sait qu'à 35 ans il faut, et moi, j'ai pas, qu'est-ce que je vais faire ? C'est pour ça qu'il faut vraiment impliquer les hommes. Ouais. Et alors, voilà. Et donc, parce qu'elles ont parfois des partenaires qui ne sont pas motivés à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Il y a une... Donc, oui, Marie-Antoinette, il faut les informer aussi qu'elles pensent qu'une grossesse à 40 ans, c'est aussi simple qu'à 30 ans. Je pense que là aussi, notre rôle en tant que gynécologue, c'est de les informer de l'augmentation des risques et de fausses couches et de trisomie et des pathologies obstétricales. Parce que, comme vous dites, elles voient toutes les stars où tout se passe très bien, qui ont un enfant, 2 enfants, des jumeaux, et on ne dit jamais les complications. Donc là, c'est aussi notre rôle de leur dire entre 25 et 30 ans, c'est très facile. Après 40 ans, c'est beaucoup moins facile. Et là, elles ont du mal à nous croire parfois, mais bon, elles disent mais ma voisine, mais ma tante, mais... Et nous qui connaissons bien la famille, en général, là, on a vraiment un rôle très important à tenir. C'est ce qu'on fait. C'est comme celles qui fument ou qui ont un poids trop... Voilà. Et même chose d'ailleurs aussi pour les hommes, parce que souvent quand on les voit, ils n'imaginent pas que le tabac diminue la fertilité, ni le jogging à outrance, ni les slips serrés, etc. Et là aussi, on a une information que l'on fait si on a la chance de voir le partenaire. Parce que si on passe par la femme, je pense que là, c'est pas bien du tout. On perd une partie. Vraiment voir le partenaire. Ouais. On perd une partie. Tu nous as mis, Virginie, un petit résumé de choses qui t'avaient marqué sur les retours du questionnaire. Oui, parce qu'à la fin du questionnaire, donc, on avait laissé la possibilité aux gens de faire des commentaires. Et donc, ce qui ressortait beaucoup, c'était ce que j'ai mis en premier, c'est les gens disent il faut vraiment qu'on prévienne les jeunes générations de ce que c'est que la fertilité et des difficultés quand ça ne marche pas. Et il faut aussi que les professionnels, en général, aient une approche différente du sujet, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de dire vous avez le temps, plus tard, vous êtes trop jeune et tout ça. Non, faisons des bilans. Si quelqu'un s'inquiète ou a des questions, faisons-lui faire un bilan de fertilité. Et comme ça, une fois qu'elle saura un peu où elle en est, elle peut faire des choix différents. Parce qu'il faut aussi que les professionnels, en dehors de l'AMP, aient bien conscience que l'AMP, ce n'est pas une solution magique et que entrer en AMP ne veut pas dire avoir un enfant et que le parcours est long, difficile et qu'il y a aussi des gens qui sortent de l'AMP sans enfant. Donc nous, on est vraiment très, très motivés pour que ce travail d'information, de sensibilisation et de prévention, il passe auprès du grand public et auprès des professionnels de proximité qui sont les médecins généralistes, les gynécologues de ville, les sages-femmes et tout ça, parce que je pense qu'il y a un discours qui doit changer. Il y a des représentations qui doivent changer parce qu'on est quand même dans une fertilité qui est un petit peu mise à mal. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, c'est vous les spécialistes à la fois de la biologie et tout ça, mais on constate quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de recourir à l'AMP. Donc
c'est pas parce qu'ils l'ont décidé que c'est joyeux. Ils le font parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des enfants naturellement. Donc il y a un vrai souci sur la fertilité humaine. Donc on doit vraiment introduire quelque chose de différent. Et c'est pour ça que dans la loi de bioéthique, par exemple, on a obtenu le plan fertilité. Bon, alors la loi de bioéthique n'est pas encore votée, mais en tous les cas, l'article 2 bis a été voté. Et ce plan fertilité, nous, on a grand espoir que ce travail-là d'information, de sensibilisation grand public, pour changer les représentations, et donc avec un discours différent sur la fertilité des femmes et des hommes, Oui. Qu'on puisse passer à une autre vitesse. On est tous d'accord là-dessus. Oui. Dans ce contexte de proposer un bilan, le centre hospitalier de Créteil est un petit peu pionnier et propose un fertility check-up. Maud, tu veux nous en parler ? Avec plaisir. Donc effectivement, on est tout à fait convaincus qu'il y a une place et il y a une nécessité de pouvoir proposer un bilan chez les femmes qui le souhaitent, qui souhaitent faire un point sur leur fertilité, à leur demande, bien sûr, sans injonction, mais qu'elles puissent trouver un espace où elles posent leurs questions et on puisse proposer des examens un petit peu plus poussés. Mais qui reste simple, pour pouvoir faire le point là-dessus. Donc, nous, notre proposition à Créteil s'adresse à des femmes qui sont soit seules, soit en couple, qui peuvent venir justement seules ou accompagnées de leur conjoint. Et ça va se dérouler en 3 temps. Avec première partie, ça va être une réponse sur tablette à un questionnaire où elles vont renseigner leurs antécédents familiaux, personnels. Elles vont également remplir des informations concernant leur hygiène de vie, leur consommation de tabac, le poids, les toxiques, etc. Donc on va être à la recherche de tout ce qui est facteur de risque d'infertilité par ce questionnaire. Ensuite, la deuxième partie de ce bilan, ça va être un examen échographique complet où on va pouvoir faire le point sur la réserve ovarienne, bien sûr, la cavité utérine, la perméabilité tubaire grâce à un IFOSI et puis dépistage aussi de l'endométriose. Donc on voit bien que déjà avec un seul examen échographique, on a déjà pas mal d'informations et de réponses à leur donner. Donc échographie 3D voilà. Et IFOSI. Exactement. Dans le même temps opératoire. Oui, dans le même temps. La patiente vient avec son gel, c'est vous qui fournissez le gel ? Là, c'est elles qui le fournissent. Après, on peut voir comment décliner donc, ça. Du coup, vous prescrivez à l'avance ce fameux gel pour l'IFOSI ? Exactement. Et en dernière partie du rendez-vous, elles ont un entretien avec un médecin du centre qui va refaire un peu le point sur le questionnaire et sur l'échographie, puis qui va intégrer ça dans le contexte de la patiente, dans sa situation et qui va permettre de répondre à ses questions par rapport à son projet de vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reste quand même très modeste par rapport aux informations qu'on donne. On ne va pas essayer de faire une prédiction précise de la fertilité. Ce n'est pas le but, parce qu'on sait très bien, comme le disait Marie de Crécy, que c'est un instant T, que les choses, elles peuvent changer, que si on voit la femme seule, eh bien, idéalement, quand elle est en couple, il faudrait, pour être complet, un spermogramme, ce qu'on n'a pas là. Mais déjà, c'est quand même un espace où elles peuvent avoir des informations et on va plutôt faire, du coup, du dépistage de l'infertilité plutôt que de la prédiction. Et c'est déjà beaucoup parce que si on arrive, comme on disait tout à l'heure, à éviter à certaines femmes de recourir à l'AMP parce qu'elles ont eu la bonne information au bon moment, ou bien si on arrive à leur faire gagner du temps parce qu'on a dépisté des anomalies et qu'on va les adresser plus vite à un centre d'AMP si elles en ont besoin, c'est déjà un grand bénéfice pour elles. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on pratique maintenant depuis 3 ans. Et le retour des patients est vraiment très positif puisque leur retour nous conforte à continuer ce bilan. Elles nous disent bien que pour elles, ça a été utile dans 97% des enquêtes qu'on a menées après. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce qu'elles disent, c'est que finalement, ce qui est anxiogène, ce n'est pas tellement les informations qu'on va leur donner, même si parfois elles ne sont pas toujours très réjouissantes, mais c'est vraiment le fait de ne pas savoir et d'être dans l'inconnu comme ça qui va être stressant pour elles. Et donc, le fait d'avoir des réponses, ça leur permet d'avancer et c'est déjà très positif. Donc, c'est une super consultation préconceptionnelle, plus le Fertiscan. Exactement. Il n'y a pas de bilan systématique au niveau dosage hormonaux ? Non. Quand il y a une échographie qui permet d'évaluer la réserve ovarienne, ça permet de remplacer une AMH, par exemple. Et puis après, la présence de cycles réguliers permet de suspecter une bonne ovulation. Donc, parfois, à l'issue de cet entretien, on va être amené à prescrire un bilan un peu plus poussé. Mais sinon, dans le bilan initial, on n'a pas intégré de dosage hormonaux.
Est-ce que les patientes viennent vous voir sous contraception ou est-ce qu'elles ont déjà arrêté la contraception depuis quelque temps et leur médecin leur a dit que c'était trop tôt pour faire le bilan, par exemple? Alors, il y a vraiment tous les profils. On voit des femmes qui, déjà de tout âge, et puis on voit des femmes qui n'ont pas de projet immédiat de grossesse, qui sont sous contraception, qui sont jeunes et qui ont un projet dans les 5 ans à venir. Malgré tout, la majorité des patientes qu'on a reçues là, ces derniers temps, c'est plus des patientes qui sont dans un projet plutôt à court et moyen terme, qui se disent grossesse d'ici la fin de l'année ou 2 ans maximum, donc qui anticipent un petit peu, mais pas trop non plus, et qui veulent savoir si justement elles ont intérêt plutôt à ravancer leur projet quand elles ont le choix, ou à entrevoir d'autres possibilités quand elles sont célibataires et que malheureusement le bilan n'est pas très positif. Donc voilà, il y a de tout. Puis il y a effectivement aussi un panel de patients qui est suivi par des gynécologues ou des médecins en ville qui réclament de faire un point et qui ont eu un refus en disant vous êtes jeune, vous avez le temps, ou bien il n'y a pas de projet immédiat, on verra quand vous aurez essayé. Et c'est vrai que elles nous disent bien que finalement, elles sont soulagées quand elles ont fait ce bilan, parce que surtout quand tout va bien, mais elles se disent je restais avec des angoisses, des réponses des questions sans réponse, et le fait d'avoir pu faire ça en 1 heure finalement, ça permet elles se sentent libres. C'est le mot qui ressort. Elle dit maintenant, je sais, j'ai le choix, je peux faire ce que je veux ou pas, mais en tout cas, elles ont l'information. On parlait d'information, justement. Comment est-ce que les patientes ont été informées de l'existence de ce bilan chez vous? Alors, au départ, il y a eu une médiatisation sur différents radios, télé, par le professeur Massin, Jean-Marc Levaillant, qui sont à l'initiative de ce bilan. Et puis, le bouche à oreille marche très, très bien dans ces cas-là, parce que quand une femme a eu justement cette expérience positive, elle va diffuser... Voilà, c'est ça. Et donc, on a vraiment des femmes qui viennent de beaucoup de régions parisiennes quand même, parce que c'est la proximité, mais qui viennent quand même de toute la France se déplacer pour une journée pour faire ce point-là. Marie-Antoinette, tu avais entendu parler de ce bilan? Non, je ne savais pas que ça se faisait à Créteil. Il y avait un bilan que nous faisions, mais le Fertiscan, non, j'avais pas entendu parler de cette possibilité. Quand les femmes demandaient à savoir, évidemment, on faisait éventuellement un bilan hormonal en disant bien que c'était à l'instant T. Moi, je voudrais savoir si vous avez une idée de l'âge des patientes, la moyenne d'âge des patientes qui viennent faire cet examen. Et de mémoire, ça doit être dans les 33-34 ans. Ouais, c'est jeune. Ah oui, donc déjà un peu tard. Oui, c'est vrai. Par rapport aux patientes qu'on voit en infertilité, par rapport à nos recrutements de centres de FIV, c'est jeune. Parce que la moyenne du recrutement de centres de FIV est un peu plus âgée. Mais tu as tout à fait raison, par rapport à la fertilité de la femme, c'est tard. Mais pour le coup, c'est aussi un signe que l'information des femmes vient tard et que leur préoccupation sur le sujet vient tard et peut-être trop tard. Oui, parce que je pense... peut-être que là, il faudra agir au niveau des journaux féminins, parce qu'ils se font quand même très lus et comme vous disiez tout à l'heure, elles étaient influencées par toutes ces stars ou femmes politiques qui ont eu des enfants après 40 ans. Et si on donnait une information sur cette possibilité de faire cet examen entre 25 et 30 ans éventuellement, surtout s'il y a une pathologie. Il faut informer aussi les professionnels de santé, parce que souvent ils disent vous êtes jeune, vous avez tout le temps. C'est ça. Et souvent on récupère les femmes qui ont vu, sans les citer, les médecins généralistes qui ont dit mais vous avez tout votre temps, ou même certains gynécologues qui restent sur la base des 2 ans. Alors qu'on sait très bien qu'au bout d'un an, il faut faire quelque chose, voire même plus tôt s'il y a une pathologie ou si la femme a plus de 35 ans. Les journaux féminins, c'est déjà un peu tard. Hein. Le profil de la lectrice de Elle, c'est plus de 30 ans. Hein. On est déjà tard. Donc effectivement, les réseaux sociaux... Et oui, les réseaux sociaux, c'est ce qui marche le mieux. Mais d'informer les professionnels de santé, c'est indispensable. Absolument. Sont sur Internet. Hein. Oui, absolument. Les professionnels de santé qui souvent délaient et retardent la prise en charge des patientes. Oui. D'ailleurs... Il faut penser qu'il faut qu'ils passent la main. Souvent. Oui, absolument. Donc, ils tardent souvent à passer la main. D'ailleurs, à ce propos, quand le couple essaye, on peut se poser la question, quand faut-il faire le bilan? Quand le couple essaye et n'y arrive pas? Et quel bilan on va proposer? Maud, quand le couple essaye,
Oui, alors quand le couple essaye et n'y arrive pas, les professionnels de la reproduction et les sociétés savantes sont assez d'accord pour dire qu'avant 35 ans, on peut légitimement se laisser 1 an avant de proposer un premier bilan. En l'absence d'anomalie. En l'absence d'anomalie, tout à fait. En sachant que le délai moyen de conception, il est de 6 à 9 mois quand tout va bien, qu'il y a des rapports réguliers, des cycles réguliers. Donc c'est pour ça, entre 6 à 9 mois, ça reste la moyenne. Donc au-delà d'1 an, ça semble un bon compromis pour faire un premier bilan. En revanche, au-delà de 35 ans, on est un petit peu plus dans l'urgence puisque, on l'a dit, la fertilité va baisser avec l'âge. Donc même si en fait il est quasiment plus normal d'avoir une longue période d'essai avant d'être enceinte après 35, il ne faut pas tarder quand même à proposer un bilan parce que les mois qui vont passer vont être synonymes de pronostic de grossesse qui diminue. Donc à ce moment-là, il serait licite de proposer un bilan au bout de 6 mois d'essai après 35 ans. Je crois que on est tous à peu près d'accord sur cette moyenne-là, en précisant bien effectivement que bilan ne veut pas forcément dire AMP obligatoire derrière, c'est juste déjà faire un point. Et puis que s'il y a des facteurs de risque d'infertilité ou des signes évocateurs comme des cycles irréguliers, voire même une aménorrhée, si la patiente a une endométriose connue, que le conjoint il a eu des antécédents de cryptorchidie, il faut revoir ses délais à la baisse et puis voire même faire un bilan sans délai s'il y a des signes d'appel, ça c'est évident. Est-ce que vous avez fait des études pour savoir déjà quelle proportion de patientes sont venues vous voir? Vous en avez combien maintenant dans les bilans? Et dans les patientes qui sont venues vous voir par tranche d'âge? Et quelle est la proportion de patientes qui a été vers une AMP parce que le bilan était déjà... Sur les bilans d'infertilité. Oui, sur le bilan tel qu'il est fait à Créteil. C'est vrai que si on voulait généraliser ce genre de bilan et proposer, il faudrait que l'on puisse dire, c'est vrai que ça existe. Oui. Alors là, on est en train, il y a une de nos internes qui est en train de travailler là-dessus, récolter les données de ces 3 ans pour pouvoir avoir des informations précises sur le nombre de patientes chez qui on a dépisté une pathologie et puis combien ont été orientées en AMP, est-ce qu'il y a eu un succès derrière. On commence à avoir pas mal de recul, donc c'est des choses qu'on va pouvoir présenter prochainement. Il faudra venir à la journée de la SMR au mois de juin à la Grande Motte, normalement. On devrait avoir des choses à vous dire. Je ne divulguerai rien. Moi, j'insisterai aussi sur le fait que le gynécologue a un rôle d'information sur les cycles et sur la période ovulatoire, parce que souvent, il y a une méprise à ce niveau-là. Sexualité. Sur la sexualité. Sur la fréquence des rapports et le mode de vie des couples, parce qu'il y a quand même un certain nombre de couples qui vivent séparés. L'un habite Lyon, l'autre habite Paris, où l'un travaille à Lille, il se voit que le week-end. Et évidemment, là, le délai des 6 mois ou 1 an, en fait, c'est le nombre de cycles où ils peuvent se rencontrer. Et je crois que là, on a vraiment un rôle très important d'information à ce niveau-là, en expliquant bien que l'ovocyte ne survit que 24 heures, et le spermatozoïde, dans les meilleures conditions, 7 jours, et souvent que 2-3 jours. Donc, il faut qu'ils se rencontrent au bon moment. Et je dois dire que, personnellement, moi, je faisais souvent je passais pas mal de temps à cette information lors de la première consultation, lorsqu'elle trouvait qu'elles n'avaient pas obtenu la grossesse qu'elles désiraient. Et puis, la notion de prise en charge, en effet, comme ce que vous faites à Créteil, souvent suffit à déclencher une grossesse parce qu'elles sentent qu'elles sont prises en charge. Et là, il y a le côté psychologique aussi qui joue beaucoup. Oui, ça libère l'esprit, le fait de savoir que c'est possible. Ça libère l'esprit. Et il y a un certain nombre de grossesses qui sont obtenues uniquement lors d'une première consultation, avec la prescription des examens qu'elles n'ont pas le temps de faire parce qu'elles sont enceintes ce mois-là. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de patientes qui sont suivies par des médecins généralistes pour leur suivi gynécologique, par pénurie de gynéco-médicaux. Et il y a aussi beaucoup de patientes qui sont suivies par des sages-femmes. Donc l'information doit effectivement passer dans toutes ces professions. Et c'est extrêmement important. Et le délai moyen avec lequel les couples consultent aujourd'hui en France est malheureusement plus près des 2 ans. Que des 1 an d'infertilité. Donc, on est très en retard sur la prise en charge des couples qui ont besoin de notre aide.
Et un petit mot également, c'est vrai que sur l'âge de prise en charge, il n'y a pas de limite inférieure. Autant il y a Absolument. une limite, on en parlera peut-être supérieure, mais là, on ne doit pas préjuger du projet du couple. Et ce n'est pas parce qu'une patiente a 25 ans qu'il faut la laisser attendre plus longtemps qu'une patiente de 30. Surtout s'il y a des signes d'appel, on le disait, d'infertilité. Donc typiquement, une patiente qui aurait 25 ans avec des cycles de 45-60 jours, avec probablement plus fréquent des ovaires polykystiques et une dysovulation. On en voit encore régulièrement qui arrivent en consultation d'AMP après 2, 3, 4 ans d'essais infructueux, qui n'ont pas eu de bilan parce qu'elles étaient jeunes et qu'on leur a dit que ça allait venir, que ce n'était pas très, très, très grave. C'est ça. Et donc, là, la frustration des patientes, elle est énorme. Et puis, c'est vrai que pour nous aussi, on se dit, c'est dommage. C'est pas parce qu'elle est jeune et qu'effectivement, elle a une vie procréative plus large devant elle qu'il faut lui faire perdre du temps. Ce serait intéressant aussi de savoir. D'autant plus que si on doit les prendre en charge, ça fonctionne beaucoup mieux que lorsqu'elles sont jeunes. Tout le monde sait que les AMP chez une femme de 30 ans, 25 ans, c'est bien. C'est mieux. C'est bien. Voilà. Valérie ? Oui, je disais que je fais beaucoup d'envieuses parce que j'avais beaucoup de femmes entre 25 et 30 ans. Et par rapport à certains centres d'AMP, je faisais beaucoup d'envieuses. Merci Marie-Antoinette. Valérie ? C'est vrai, pour rebondir sur ce que dit Marie-Antoinette, je pense qu'il y a des jeunes femmes qui ne sont jamais allées voir un gynécologue à 30 ans ou qui vont très tard. Ce que je voulais savoir, ce serait intéressant aussi, c'est de connaître les motivations des femmes qui vont demander, parce que ça peut être parce qu'elles pensent déjà qu'elles devraient déjà être enceintes ou ça peut tarder, donc elles se posent la question et personne ne leur a proposé un bilan. Mais il peut y avoir probablement des jeunes femmes qui se disent « Tiens, dans mon projet de vie, je vais avoir de longues études ou je vais partir voyager pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien. Aller à l'étranger, où j'en suis, est-ce que j'ai raison de... Oui. Pour l'instant, ce n'est pas la majorité des patientes qu'on a. Comme je disais, le délai dans leur motivation, ce qu'elles ont comme projet, en général, c'est une grossesse dans les 2 ans maximum. Et elles ne prévoient pas de... Il y a quelques cas comme ça qui sont venus nous voir parce qu'elles savaient qu'elles avaient vraiment un projet différent et qu'il y aurait un long délai avant de mettre en route une grossesse. Mais la plupart du temps, c'était plutôt un projet à court, moyen terme. On va revenir sur le bilan d'infertilité. Maud, il y a 4 questions à se poser quand on fait le bilan de l'infertilité de nos couples. Effectivement. Alors déjà, un bon interrogatoire des 2 membres du couple, j'insiste parce que c'est vrai, on l'a déjà dit, mais ça s'adresse vraiment à l'homme et à la femme. L'interrogatoire, vérifier s'il n'y a pas d'antécédents qui orienterait sur déjà une pathologie. Et puis, la question aussi de la sexualité, très importante, parce que c'est vrai qu'on va régler déjà quelques petits problèmes sans passer par l'AMP avec une information ou bien une aide s'il y a un trouble à ce niveau-là. Et puis après, les 4 questions à se poser, ça va être est-ce qu'il y a une ovulation ? Est-ce que les voies génitales féminines sont normales, utérus et trompe ? Est-ce que le spermogramme est normal ? Et est-ce que les gamètes ont des chances de se rencontrer ? Donc au final, il y a des examens simples déjà à mettre en place pour répondre à ces questions-là, avec un bilan hormonal pour vérifier l'ovulation, début et fin de cycle, une échographie avec éventuellement hyphosie ou hystérosalpingographie pour avoir la cavité utérine et la perméabilité tubaire. Un spermogramme classique pour évaluation du sperme. Et puis, pour savoir si les gamètes ont des chances de se rencontrer, il y avait le fameux test de Huner qui est un peu tombé aux oubliettes. Moi, je trouve qu'il a l'intérêt quand même de vérifier, d'inciter des rapports au moment de la période cible. Donc, du coup, rien que pour ça, il peut être déjà pas mal. C'est une spécificité française. Oui, absolument. Alors, c'est très utile. Ce qui est très compliqué pour les couples, c'est quand le bilan est normal. Le couple essaye, le bilan est normal. On parle, nous, d'infertilité idiopathique ou inexpliquée. Nous, on dit inexpliquée en l'état actuel de la science. Exactement. C'est notre point de vue associatif. En l'état actuel des connaissances. Voilà, tout à fait. Et une infertilité inexpliquée peut tout à fait devenir expliquée après une première tentative de FIV ou expliquée après une célioscopie qu'on a hésité à faire, puis finalement on nous explique l'infertilité. Donc effectivement, l'infertilité inexpliquée dépend vraiment de l'exhaustivité du bilan que l'on a pu réaliser. Et il est vrai qu'on ne va pas réaliser un bilan complet en première intention chez tous les couples et qu'il va y avoir peut-être chez certains couples une évolution au fur et à mesure de notre avancée. Pour autant, c'est vrai qu'on va
peut-être pas dire la même chose à tous les couples. Donc, est-ce que tu disais tout à l'heure, Maude, qu'un couple de 25 ans, on ne va pas le faire attendre. Donc, le couple de 25 ans et le couple de 30 ans, on va lui dire la même chose? A priori, oui. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce couple de 25 ou de 30 ans qui est en infertilité inexpliquée? Qu'est-ce que tu vas leur proposer? Alors, c'est vrai qu'il faut avoir deux choses en tête, je pense, pour répondre à cette question-là, et puis faire la différence entre les couples de 30 ans et puis les couples dont la femme a 40 ans. C'est que, mais pour bien différencier les deux, c'est vraiment qu'à 30 ans, le pronostic en AMP, il est bon. Normalement, c'est vrai qu'il y a un délai de conception qui est assez court en moyenne à cet âge-là, qui est de 6 à 9 mois, on le disait avant. Donc, au-delà d'un an, si le bilan est normal, il est légitime de leur proposer une aide médicale à la procréation avec des chances de réussite qui sont très bons. Donc ça, c'est vrai que les professionnels vont plutôt donner ce coup de pouce et orienter le couple vers une AMP qui permet, comme tu disais aussi, de répondre à certaines questions. Avec la FIV, on peut avoir des réponses sur la qualité des gamètes, sur la fécondance, sur le développement embryonnaire. Donc déjà, ça peut permettre de répondre aussi à des questions quand le bilan était normal en première intention. Et ce ne sera pas la même chose, effectivement, chez des patientes plus âgées. Puisque là, malheureusement, on sait qu'à cet âge-là, finalement, l'infertilité, elle est plus attendue, plus normale, puisque les chances de conception par cycle, elles vont être basses. Elles sont à peu près de 6% à cet âge-là par cycle. Donc finalement, c'est quasiment attendu qu'il y ait quand même une infertilité plus longue chez ces femmes de 40 ans. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est finalement que l'AMP, elle ne va pas corriger ça, puisque quand le bilan est normal, finalement, c'est que l'infertilité, la plupart du temps, elle est liée à l'âge et à la qualité des ovules. Et puis l'AMP, je ne joue absolument pas sur la qualité des ovocytes. Et on le voit bien là dans ce bilan ABM qui a été diffusé sur le bilan de 2018. On voit chez les femmes de 40 à 42 ans que les chances d'accouchement par ponction sont de 8%. Donc ça reste faible et c'est pas beaucoup plus élevé que les chances de grossesse spontanée par cycle. Donc finalement, l'AMP, intraconjugale en tout cas, n'est pas la réponse pour ces couples-là. Et à 40 ans, donc proposer une AMP, c'est pas forcément la solution. En tout cas, il ne faut pas faire miroiter des chances qui soient très bonnes. Et il faut à ce moment-là peut-être envisager, en tout cas, proposer aux couples un don d'ovocytes qui est la solution qui leur donnera le plus de chances d'avoir un bébé. Alors, ce qui est déprimant sur cette diapositive, c'est que quand on voit que la moitié des patientes qui vont venir en FIV, elles ont plus de 35 ans. Oui. Et elles ne bénéficient même pas du tiers des grossesses de la FIV. Donc, 2/3 des grossesses de la FIV, c'est les moins de 35 ans. Et pour autant, la moitié des patientes qui nous consultent ont plus de 35 ans. Donc, on retourne sur notre problématique d'information extrêmement importante. Virginie. Sur la question du bilan, je pense qu'il y a aussi deux champs. C'est-à-dire qu'il y a le champ des professionnels de l'AMP qui ont toutes leurs conditions, les chiffres, toutes leurs connaissances techniques et scientifiques. Et puis, il y a le champ des patients. Et souvent, il y a un décalage entre le besoin d'aller plus loin dans les bilans, justement, de certains patients qui voudraient, ou en tous les cas, là, dans le questionnaire qu'on a diffusé, une impression de perdre du temps parce qu'on fait déjà un premier bilan qui est le bilan normal d'entrée en AMP. Et puis après, on fait des tentatives, donc le temps passe et les gens réclament souvent, nous disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un bilan plus complet dès le début ? Alors, mais je sais bien qu'il y a deux espaces différents avec deux points de vue différents, mais ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans pourquoi pas dès le début un bilan plus complet ? On a perdu du temps, on n'a pas fait le cariotype tout de suite, on n'a pas fait ci ou ça tout de suite, et donc on a fait des tentatives, on a eu l'impression que c'était un peu pour rien. Donc voilà, mais il faudrait qu'on arrive à faire se rencontrer ces deux champs-là pour qu'ils puissent se comprendre les uns et les autres, comprendre les conditions des uns et des autres. Mais ça, c'est quelque chose qui revient souvent et qui était aussi là dans le questionnaire, une perte. Je pense que le bilan plus complet, il va arriver plus vite en fonction de l'âge de la patiente aussi. Oui. Du délai d'infertilité. Enfin, je veux dire, si elle a... Depuis combien de temps ce couple est en demande d'enfants, en désir d'enfant ? Donc c'est vrai que si ça fait 4 ans qu'ils essayent, parce que quand on les voit dans les centres d'AMP, ils ont souvent un passé
en ville. Et donc, si elle a 30 ans et qu'elle a déjà, depuis 4 ans, essayé en ville et qu'elle n'y arrive pas, c'est sûr qu'on va, dans les centres d'AMP, faire un bilan beaucoup plus complet, même pour une infertilité inexpliquée, et aller, sans peut-être faire une célio, faire une IRM ou à la recherche d'endométriose, qui est souvent cachée dans ces infertilités inexpliquées. Après, si elle a 40 ans et qu'elle vient de rencontrer un partenaire et qu'elle n'a jamais été exposée, comme on dit, à la grossesse, bon, on ne sera peut-être pas amené à faire tout de suite un bilan très coûteux et complet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas du tout évoqué le problème des infertilités secondaires, c'est-à-dire des femmes qui ont déjà eu un enfant et qui essayent d'avoir un deuxième, mais c'est quand même relativement fréquent. Et là, la prise en charge, souvent on leur dit vous pouvez attendre, vous en avez eu un, ça doit marcher. Et moi, j'insisterai sur le fait que là, la prise en charge doit être comme pour une infertilité primaire, et il ne faut pas les faire traîner parce que elles ont des difficultés. Et là, on a souvent recours à l'AMP dans ces cas-là. C'est souvent des infertilités inexpliquées. Il y a deux problématiques. Il y a deuxième chose, pour l'AMP inclut, je vous rappelle, l'insémination intra-utérine. Tout à fait. Qui peut être une première étape, qui peut être faite également en ville. En attendant, avant de passer dans un centre d'AMP, où l'accès n'est pas toujours facile, il faut le dire aussi, quand même. Alors, les délais de rendez-vous sont souvent un peu longs. Alors, Marie-Antoinette, les stimulations et inséminations, c'était l'autre enregistrement. Mais pour le coup, faites de la publicité pour le... Oui, il faudra regarder l'autre enregistrement. Du coup, ça vous en fera 2. Pour le coup, sur les infertilités secondaires, tu as vraiment raison de souligner ça. Il y a 2 problématiques dans l'infertilité secondaire. La première, c'est que la femme a vieilli depuis la première grossesse. Et donc, on n'est pas forcément dans la même fertilité que celle qu'elle avait à la première grossesse. La deuxième, c'est que la grossesse a pu mal se passer, on a pu avoir une césarienne et on peut avoir des séquelles sur la fertilité de la première grossesse. Donc, c'est vrai que la problématique de l'infertilité secondaire est une problématique à part entière avec des problèmes supplémentaires par rapport à l'infertilité primaire qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est absolument important. Nous allons conclure cette petite réunion entre nous, n'est-ce pas? S'il y avait 2 mots que tu voudrais que les gens retiennent en conclusion, Virginie. C'est vraiment qu'il faut informer, c'est-à-dire il faut trouver le message qui passe bien en fonction du public à qui on s'adresse. Mais pour nous, c'est l'information, parce que quand on est informé, on peut faire des choix. Et ça, c'est très important. Et les femmes, elles ont envie de pouvoir faire des choix et pas être sous injonction. Soit injonction d'attendre, injonction de faire des enfants, injonction de... Non, il faut qu'on puisse faire des choix en toute connaissance de cause, en ayant tous les éléments entre les mains. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et après, il faut qu'il y ait des solutions qui soient proposées. Et c'est intéressant. Valérie, tu conclurais comment? Moi, je dirais pareil, informer les patientes, c'est sûr, informer les hommes, informer les jeunes, informer très tôt et informer les professionnels de santé pour qu'ils puissent avoir un langage qui correspond aux attentes des patientes. Maude? Ça va dans le même sens, informer, dépister pour de la meilleure prévention. Et puis prévention de l'infertilité, et puis valoriser la fertilité, puis laisser effectivement la liberté aux femmes de choisir si elles ont envie d'avoir accès à ces informations ou pas. On ne va pas aller les forcer, mais celles qui le souhaitent, en tout cas, qu'elles puissent trouver des endroits, des interlocuteurs, des professionnels pour répondre à ces questions et puis pour pouvoir les orienter. Marie-Antoinette, tu conclurais avec 2 mots aussi? Oui, c'est la même chose. Il faut informer les couples, je dirais, les femmes et les hommes, parce qu'il y a aussi tous les couples recomposés où les hommes sont souvent plus âgés, croient que leur fertilité est perpétuelle. Et je crois que là, il y a une information importante à faire aussi. Et leur donner la possibilité de consulter plus facilement. Et je vais mettre un petit point sur les gynécologues médicaux. L'accès sera plus facile d'ici quelques années, assez rapidement, et il y en a beaucoup qui travaillent dans les centres d'AMP. Moi, j'ajouterais 2 choses. C'est qu'en tant que praticien de l'assistance médicale à la procréation, je ne suis pas une fée.
je ne suis pas totipotente, je fais ce que je peux et que effectivement, plus les couples consultent tard, moins je peux les aider. Et que je n'ai jamais donné des chances à 100% à quiconque de grossesse. Donc il faut que les patients viennent en toute connaissance de cause. Il y a quasiment un couple sur 2 qui repartira des consultations d'assistance médicale sans grossesse. Pour autant, ce couple sur 2, il y en a encore un sur 2 qui concevra spontanément après avoir eu un échec d'AMP, ce qui reste quand même un espoir important. Et donc voilà, donc informons. Merci de votre attention. Merci. Merci.